eu une réflexion, une rencontre avec les banquiers, notamment assez forte pour arriver à ce point-là. Mais c'était pour souligner cette façon de faire. C'est une autre façon de partager la valeur en fonction des départements. Parce que même si en théorie, c'était dit tout à l'heure, on peut 1,5 hectare par agriculteur, bon, on l'a dit, c'est assez utopique à partir du moment où les postes sources ne sont pas répartis du tout de façon uniforme. En tout cas, dans mon département, je ne sais pas si c'est des départements où c'est le cas. Et donc, il y a des territoires où il n'y aura pas d'agrivoltaïsme. Voilà, c'est clair. Donc, à partir de là, ça ne veut pas dire que les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier sur leur territoire de projets qui peuvent être financés à partir de ça. Merci à vous. Alors, monsieur le député, je voulais vous repasser la parole. Au-delà peut-être de quelques réactions, si vous en avez par rapport à tout ce qui a été dit, ce serait de voir aussi dans un second temps comment est-ce qu'on peut élargir encore le nombre de personnes qui sont intéressées par le développement de projets agrivoltaïques, c'est-à-dire grosso modo non plus un partage entre les agriculteurs d'un même territoire, mais peut-être même au-delà, de manière à ce que effectivement on ne reproduise pas ce qui a pu se passer avec l'éolien, pour ne pas citer que lui, parce que c'est en train de aussi arriver à la méthanisation. Concrètement, les riverains des installations, alors soit éoliennes se plaignaient des impacts paysagers, soit méthanisation se plaignait des nuisances olfactives. À un moment, l'objectif, c'est de voir comment est-ce que sur tout un territoire, on peut arriver à créer de la cohésion autour des projets territoriaux d'énergie renouvelable. Comment est-ce que là, on pourrait intéresser effectivement les populations locales plus largement? Mais d'abord, peut-être des éléments de réaction par rapport à ce qui était dit. J'ai beaucoup aimé la présentation de Nathalie, parce qu'il y a un côté, on sent qu'on se rapproche des soucis des politiques, des besoins des énergéticiens. Et encore une fois, il faut qu'on arrive à marcher ensemble. Moi, l'absence des banques ici me gêne un peu, parce que je parle souvent avec elles de ces projets-là. Bon, chez moi, c'est beaucoup le Crédit Agricole, mais pas que. Moi, j'aurais une question aux énergéticiens. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont aussi allants qu'il y a 3 ans d'investir avec vous quand on arrive au stade de l'investissement? Il y a le sujet des taux d'intérêt, mais il y a aussi le sujet de la volumétrie. On voit bien qu'il y a une volumétrie des projets aujourd'hui en cours et déposés qui n'est pas du tout dans l'axe des 100 mégas à horizon 2050. Et l'autre chose, j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, un mot, je retiens, c'est que l'agrivoltaïsme, c'est un outil pour l'agriculteur. Il faut que ça reste un outil. Il faut que ça reste dans l'esprit de la loi qui fait qu'on continue à faire de l'agriculture. Et ça, je l'avais dit un peu ce matin, mais pour nous, les élus très partisans, c'est pour nous une chose absolument indispensable. C'est là-dessus qu'on travaille. Après, sur le périmètre, j'ai beaucoup aimé dans la carte qu'a présentée Sébastien, vous venez de le redire, le fait qu'un certain nombre de départements se dotent d'une capacité maximum par exploitation. Et je pense que c'est une forme de sécurité. On voit bien qu'on est passé il y a 2-3 ans. Si je prends 2 exemples, pourquoi je me suis occupé de ce sujet? C'est parce que je suis dans une région agricole, j'étais tout juste élu député, c'était en juin 2023, donc il y a juste un an. La loi avait 2-3 mois, le décret n'était pas sorti. Et dans une ferme, je me suis retrouvé en face d'un agriculteur qui voulait partir, d'un jeune qui l'avait depuis 2 ans qui voulait reprendre la ferme, et d'un agent immobilier foncier agricole avec une entreprise que je nommerai pas, une filiale d'un très grand groupe d'énergie français. Et le grand groupe d'énergie en question était prêt à mettre sur la table, cash, 500 000 € pour acheter la ferme. Si sur les 125 hectares, de mémoire, 125 ou 127, enfin, un peu plus de 100 hectares, il récupérait 27 hectares pour avoir des panneaux photovoltaïques sur des bovins, puisque c'était un élevage de 50 bovins. Petite taille. Et quand on entend ces chiffres-là et que la personne, sans que le décret soit sorti, est prêt à avancer cash 500 000 € à un agriculteur, on se dit, il y a quand même des choses qui... on veut gratter un peu. C'est à partir de là que j'ai gratté. Et de l'autre côté, par rapport aux sujets qui ne sont pas négligeables, parce qu'ils touchent aussi aujourd'hui des projets éoliens, on n'a pas assez de postes sources en France aujourd'hui pour canaliser toute la sortie d'énergie renouvelable. Et je prends l'exemple, c'est un exemple plus récent, c'était au mois de mai dernier, dans la Drôme, quand je visitais ces fameux cerisiers dont j'ai parlé ce matin, il y avait le président des JA qui, lui, est dans une région montagneuse de la Drôme, j'ai oublié comment s'appelait le... Pardon? Oui, peut-être. Il dit, moi, je suis à 50 km du plus proche poste source. Donc, ces agriculteurs-là qui travaillent bien et qui
sont conscients du projet, de la modernité et du besoin collectif national. Ils disent tout à fait pour, mais je sais que tant que je n'ai pas de poste source perché dans la montagne là-bas, j'en aurai pas de retour. Donc, j'ai besoin d'un retour. D'où le partage de la valeur. C'est un peu ce qui nous motive. Après, vous demandez, est-ce qu'on doit aller plus loin que le département? Je ne sais pas, le périmètre, il a à définir plus loin en détail. Moi, je pense que tout le peuple français, 10 millions d'habitants, ont besoin de ces énergies renouvelables et l'agrivoltaïsme en fait partie. Donc oui, c'est une acceptabilité pour tout le monde. Et ensuite, que l'ensemble des 400 000 exploitations puissent en bénéficier, ça me paraît le minimum. Et je crois qu'avec les syndicats agricoles, et Dieu sait si on a parlé avec Olivier Daugé au début de ce sujet-là, on n'a pas envie de faire, d'en faire un sujet microscopiques qui ne produisent, qui ne profitent qu'un certain nombre d'autres. C'était peut-être pas ça la question. Je vous repréciserai ma question après, mais je vois Hugo Battel qui s'est emparé du micro. Je pense que vous Oui, vouliez C'est mieux réagir. quand c'est comme ça. Non, mais c'était juste pour compléter sur l'aspect financier. En fait, il faut savoir que l'agrivoltaïsme, c'est une activité qui est très financiarisée. Alors, il y a énormément de développeurs et d'énergie territoriale. Je ne vais pas leur apprendre leur métier, mais c'est simplement pour redire que, on l'a dit, un business plan, il est assez facile en solaire. Hein. On rentre des hypothèses de CAPEX, d'ensoleillement, des OPEX. Et en fait, à la fin, on est tous mangés à la même sauce. C'est effectivement la capacité à faire financer son projet. Et ça se traduit par un DSCR, un TRI, en fonction des investisseurs. Les développeurs ont envie de rémunérer le risque qu'ils prennent, donc, mais il n'y a rien à jalouser, c'est-à-dire que tous les investisseurs qui aujourd'hui se positionnent sur du risque, c'est des taux plus élevés. Donc voilà, c'est une juste transposition de ce qu'est le métier de l'investissement sur du risque. Et après, sur la deuxième phase, quand on rentre en exploitation, on n'a pas de difficulté à faire financer, voire même à faire racheter les parts des SPV, parce qu'en fait, on est sur des actifs qui sont verts et dérisqués. Donc, le besoin de financement, la capacité à faire financer les projets, pour moi, il n'y aura jamais de difficulté autour de ça. La vraie difficulté, c'est de faire une sortir. sortie progressive des agriculteurs au profit de tous ces investisseurs. Bien sûr, mais des agriculteurs ou pas d'ailleurs. Des fois, c'est déjà même pas visible pour l'agriculteur parce que lui, il est juste lié avec un bail à la société de projet. Donc, les propriétaires de la SPV peuvent changer autant de fois sans que l'agriculteur le voie. Lui, ce qui m'intéresse, c'est que le loyer tombe. Mais en tout cas, voilà, c'est une activité qui est très financiarisée et je pense que la seule différenciation qu'on puisse apporter, c'est le sens des projets et le côté vertueux des projets qu'on va pouvoir développer. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre parce que tout le reste, c'est sur des rails, c'est cadré. Voilà. Donc, c'est réussir à faire sortir des projets en ayant cette volonté de partager la valeur avec le monde agricole. Je pense que c'est vraiment le plus important. Dans ce sens-là, si je réagis, l'objectif de cette loi sur le partage de la valeur, si elle voit le jour et on y tient beaucoup, c'est avant tout, en tout cas, c'est pas aller de contre toutes les organisations territoriales qui ont été mises en place, en particulier dans certains départements où les chambres d'agriculteurs ont fait un boulot très avancé et qui permettent aujourd'hui d'avoir des projets qui marchent. C'est une loi qui va parvenir sur ce qui a été fait de manière vertueuse pour répondre à votre... Alors, je n'avais pas réalisé l'heure qu'il était, mais plutôt que de vous relancer sur la question sur laquelle je vous avais lancé, mais je crois qu'on ne s'était pas tout à fait bien compris, j'allais la préciser. Je vais plutôt demander à la salle s'il y a des questions, parce qu'on discute déjà beaucoup entre nous. Je crois que ça fait une bonne heure et quart qu'on y est. Et je me dis que ce serait peut-être temps de vous proposer effectivement de vous faire part de nous faire part de vos questions, de vos remarques. Vous levez la main de manière à ce qu'on vous voit. Alors ça, c'est toujours très inquiétant quand il n'y a pas de main qui se lève. On se demande si tout le monde s'est endormi. Non, heureusement pas. Donc, de toute évidence. Donc bonjour, Olivier Gauthier, Triangle. Je vais rebondir sur le partage de valeur, sur le principe de base que l'électricité reste un soutien public. Et avant toute chose, on parle de transparence. Donc faire une transparence, on va dire un EBE final, entre guillemets, c'est pas compliqué. Donc je pense qu'autour de la table, on peut tous s'engager à dire on peut être transparent. Mais après, c'est tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toute la chaîne agricole, où on va demander le BE, etc. Donc, on a toute cette transparence côté agricole. On peut la faire, on va dire, sur l'énergéticien. Ce qui peut effectivement être compliqué, c'est la prise de risque et toutes les levées de fonds en equity. Donc, ça, c'est sûr qu'on l'a. On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que la partage de valeur, en général, on le fait quasiment une fois qu'on a financé le programme, qu'on a remboursé le projet. Donc, on pourrait très bien considérer qu'à 20 ans, on peine, entre guillemets, à faire du partage de valeur. Si on renouvelle un projet,
on va dire un AO creux ou autre chose, in fine, là, on peut passer en partage de valeur facile. C'est vraiment penser que le financement, si on n'a pas le financement, on ne fera pas de projet. Donc, s'il n'y a pas de projet, on ne pourra pas financer. On ne pourra pas mettre du partage de valeur. Donc, c'est vraiment un ensemble où j'invite tout le monde à faire la transparence. On va dire, quand on est en AO creux, on nous demande les factures de modules, on nous demande les factures d'onduleurs. On peut très bien aller jusqu'à la structure, jusqu'à l'ensemble. Et là, on est tous en transparence. Et après, on partage ce qu'on peut. Je ne sais pas si ça suscite des réactions. Ça me suscite un retour sur la remarque qu'avait fait quand j'ai dit il y a 40% entre le nord et le sud, puis après vous avez dit on s'est trouvé des indicateurs qui puissent un gros programme d'économétrie finalement avec tout un tas d'entrées. Sur les investissements, moi je pense que vous avez dit projet par projet, vous savez combien vous investissez. Vous savez combien vous mettez en lourd, en pas lourd, en études, etc. Et après, vous savez combien d'années court le projet. Et tout investisseur et un agriculteur, vous l'avez très justement dit, est un entrepreneur. Et j'en suis persuadé, mais je connais des banquiers qui n'en sont pas persuadés du tout. Donc, je me bats à chaque fois sur ce sujet avec eux. Un agriculteur étant un entrepreneur, vous-même étant des entrepreneurs, quand on met ça, comme vous le dites, monsieur, sur la table, on voit bien qu'il faut laisser une part de retour sur investissement à celui qui a investi. Et ça n'empêche pas que le reste, vous n'avez pas aimé la rente. On parle de rente dès que les chiffres sont trop importants. Quand on se rapporte de la réalité, il n'y a plus de rente. Et là, on en est au répartage. C'est ce bout de rente, finalement, entre guillemets, que vous n'aimez pas, que nous, les législateurs, on a envie de partager pour le réinjecter dans le territoire. Alors, deuxième question. Pour compléter un mot supplémentaire, c'est que il reste une incertitude dans le modèle économique qu'il faut être capable de gérer, c'est la contrainte par rapport au rendement agricole. On est contraint sur le fait d'être au plus à un impact négatif de 10%. Évidemment, on parle beaucoup de services à l'agriculture, on parle beaucoup de choses comme ça, on sait que ce n'est pas linéaire. Et donc, ce qui est sûr, c'est que si on est sur un modèle économique qui est trop tendu, le premier risque, ça va être de dégrader le rendement agricole en augmentant la production d'énergie solaire et il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Et donc, il faut trouver, c'est vraiment un équilibre global sur tous les paramètres d'un modèle économique qui est complexe, qui n'est pas figé. Une centrale en toiture, quand on la démarre, on sait exactement comment elle tourne pendant 20 ans. On sait parfaitement que l'entretien est simple, qu'il va falloir renouveler les onduleurs, etc. Le tarif est pendant 20 ans. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus mouvant, qui est plus complexe à appréhender, sur lequel je pense que personne n'a de certitude aujourd'hui et qu'il va falloir construire tout ce référentiel de comment la performance agronomique va être parfois améliorée, parfois légèrement détériorée, et comment, dans la durée, ce modèle va être résilient. Et ça, c'est, je pense, cette complexité paramétrique, il faut vraiment arriver à la prendre en compte pour être capable de la gérer dans la durée. En fait. Oui, madame. Ah oui, alors. J'en ai une deuxième. Alors, deuxième question. La deuxième, c'est par rapport à la transparence finale. Si on met sur, on dirait un investissement sur un fonds du type GUFA, qu'on ait aussi la transparence finale de la retombée économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on le fait spontanément par des fonds on dirait collectifs, mais il faut aussi qu'on sache un petit peu comment ça peut venir. Donc, c'est plus dans le soutien de filière. C'est-à-dire que si on doit garder un actif, on va dire pendant 40 ans, on va automatiquement vouloir aider la filière pour garder cet actif. Donc, c'est être sûr que tout se rejoigne et que ce soit un cercle vertueux. Oui, alors deux remarques peut-être à prendre en compte. On a parlé de partage de la valeur, certes de coûts d'investissement, et dans la loi, on a aussi des garanties financières au niveau du démantèlement, mais on parle très peu du coût réel de démantèlement. Et on sait qu'en fait, à la fin, si le développeur ne peut pas l'assumer, ça va être à la charge du propriétaire. Ça, ce serait très, très important d'avoir de la visibilité là-dessus aujourd'hui, parce qu'un agriculteur, s'il est propriétaire du terrain actuellement et qu'en fait, aujourd'hui, certes, on lui paye en tant que propriétaire, mettons 2 000 € par hectare et par an, mais qu'en fait, à la fin du projet, il se retrouve à payer 30 000 € par hectare de coût de démantèlement, on n'est plus du tout. Est-ce que finalement, pour lui, c'était rentable ou pas? Est-ce que les garanties financières, elles sont vraiment suffisantes ou pas? Ça, je pense que c'est
essentiel de le prendre en compte. Et après, au niveau du partage de la valeur, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, ou dans certains départements, avec des loyers à payer par mégawatt crête et par an. Et en fait, nous, ce qu'on se disait, c'est que est-ce que ce ne serait pas plus cohérent dans ces cas-là, plutôt que ce soit un pourcentage de CAPEX ou par mégawatt crête, ce qui prendra en compte la localisation et à la fois, s'il y a une adaptation de la rotation des panneaux avec une perte de productible, c'est plutôt de payer quelque chose par kilowattheure ou mégawattheure produit, parce que du coup, ça veut dire que pour une même installation, ce qui serait logique, on ne paierait pas le même montant si on est à Marseille ou si c'est à Lille. Et si on fait l'effort d'adapter la rotation des panneaux avec, mettons, j'en sais rien, 20% de perte de productible, et ben du coup, on priorise l'activité agricole encore plus. Donc, c'est logique que si on produit moins d'électricité pour la production agricole, finalement, le partage de la valeur soit fait au niveau d'un productible et pas peut-être pas d'un investissement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je veux bien répondre sur la deuxième partie, mais je vais botter en touche sur la première. Il faudrait vraiment que je me remette dans le mécanisme de garantie de démantèlement pour pouvoir répondre. Je vais passer à côté. Sur la détermination du loyer, c'est ce qu'on fait déjà, hein. En fait, nous, on établit un CAPEX, on regarde la rentabilité et on détermine en fonction de ça le loyer qu'on peut dégager par mégawattheure. Et donc, du coup, ça prend en compte tous les critères que j'ai cités tout à l'heure, dont le productible. Et je terminerai juste, je voulais soulever un point de vigilance par rapport à ce que j'entends souvent, parce qu'en fait, on a une volonté de simplification qui passe souvent par une volonté de planification et d'uniformité. Et en fait, nous, pour vraiment m'être plongé donc, sur tout le sujet de l'agrivoltaïsme depuis 4 ans et en plus à échelle européenne, parce que mais la France est déjà très diverse en termes de territoire, de système agricole. Alors, quand on prend l'échelon européen, c'est décuplé. Faire de l'agriculture en Espagne ou au Danemark ou en Irlande, ce n'est pas du tout la même chose qu'en Italie ou ailleurs. Donc voilà, juste point de vigilance, garder quand même le côté libéral de discussion entre nous dans les territoires, avec les projets, etc. On arrive finalement à trouver des solutions acceptables. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'opposition au projet, ça fait grand bruit et il y en a, mais il y a aussi plein de projets aujourd'hui qui sortent, qui sont en discussion, qui sont en développement et qui sont même construits et raccordés. Enfin voilà, donc il y a des petits projets. Dans certains cas, ça fait sens. Ça va être des outils agricoles plus de type équipement, voilà. Et puis des grands projets aussi qui sortent. Et pour atteindre nos objectifs, on va avoir besoin de grands projets. Il ne faut pas non plus tout miser sur les petits projets parce que sinon, ça ne marchera pas non plus. D'accord, mais c'est bien. c'est bien des fois de ne pas être d'accord. En tout cas, moi, ces chiffres, on en discute avec la SGPE. Enfin, il y a quand même mais ça m'intéresse d'avoir votre voilà qui dit qu'on a besoin quand même de grands projets pour pouvoir s'en sortir. Et c'est aussi de notre intérêt à tous d'atteindre nos objectifs de décarbonation des énergies. Mais je réponds sur le démantèlement d'abord. Pour répondre à la première question, mais ça rejoint aussi un petit peu la question des kilowattheures, c'est-à-dire le coût du démantèlement, il est pris en compte dans le business plan qu'on fait au tout début. Donc les provisions qui sont faites et les garanties de démantèlement, elles prennent en compte ce démantèlement. Et en fait, dans un projet photovoltaïque ou d'ENR d'une manière générale, on est capable de prédire même de façon assez précise quel va être le productible et ça permet d'adapter le loyer qui va être donné, le partage de la valeur, enfin absolument toutes les économies qu'on a et qui permettent derrière aussi d'emprunter assez facilement aux banques qui s'intéressent aussi de plus en plus à l'agrivoltaïsme. Et au-delà de ça, le démantèlement, il faut aussi se dire, Eva donnait tout à l'heure les grandes métriques sur le coût d'un projet ENR. L'une des grandes métriques, c'est le raccordement. Donc aujourd'hui, en principe, les baux qu'on va faire pour un projet agrivoltaïque vont être de l'ordre de 30, 35, 40 ans. On prévoit une durée de vie de 30 ans. En réalité, la structure agrivoltaïque, elle va durer probablement 40 ans, voire plus. Et donc, le propriétaire foncier, à l'issue de ce bail, il a la possibilité soit de demander, d'obliger le développeur à le démanteler, donc aux coûts qui ont été provisionnés par la SPV, ou alors en se retournant tout simplement envers le propriétaire, ou alors il a la possibilité de garder cette structure et de récupérer lui-même le surplus de production électrique qui va arriver pour les années qui suivent. S'il n'a pas envie de le garder,
il a un foncier qui a été raccordé. Et comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de fonciers qui ont été raccordés. Donc, à moins qu'en 2050, on ait résolu le problème de la fusion nucléaire et qu'on n'ait plus besoin d'électricité, il aura de toute façon un autre développeur qui sera prêt à démanteler, s'il en avait envie, à sa charge pour construire une nouvelle source de production d'électricité agrivoltaïque. Oui, une autre question, monsieur? Oui. Je trouve qu'il y a un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé, c'est la question de qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent qui va être collecté dans des fonds divers et variés. Concrètement, comment ça va? Est-ce que d'abord ça doit être redistribué uniquement au secteur agricole? Parce qu'on a aussi évoqué la question des collectivités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de partage voilà, de biens publics? Et comment est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de saupoudrage? Parce qu'on a évoqué quelques valeurs, quelques montants, etc. Mais est-ce qu'au final, tout ça, ça va réellement avoir un impact sur quelque chose? Effectivement, c'était la question qui était sous-jacente tout à l'heure, qui n'était pas très claire, et du coup, je vous prie de m'en excuser. Effectivement, la question diffère. Je la comprends mieux, votre question est beaucoup plus claire que celle du journaliste. Non, mais saupoudrage, vous avez raison, mais on revient au sujet de ce matin. Les chiffres, on les bouge dans tous les sens, et ça fait peut-être pas 4 ans et moi 2 ans et demi que je le fais. Disons que ça va peut-être faire une recette pour ce fonds de répartition de l'ordre, mettons, de 500 000 € par département, genre des ordres de grandeur où on n'est pas loin. Ça veut dire un projet pour un investissement, peut-être dans une usine, si on reste sur l'agriculture, pourquoi pas élargir ce que vous voulez dire, est-ce que ça peut bénéficier à d'autres projets de territoire? Après, moi, je crois qu'il faut laisser la main libre au territoire pour savoir comment ils veulent dépenser. Ils ont de toute façon des structures qui décident de l'utilisation des fonds. Les fonds de dotation. Mais on reste encore sur des montants qui sont très, très limités. Hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir... c'est pas le budget de l'État ou ça va peut-être être le budget de l'État très bientôt. Non, alors, il ne serait pas compliqué dans la mesure, si on prend ce mécanisme. Ça avait été suggéré, ça d'ailleurs, quand on a travaillé dessus, par quelqu'un qui a quitté notre groupe, qui s'appelait Luc Lamiraud, pour ceux qui le connaissent, qui était député Horizon, et qui lui dit, mais il y a déjà ce fonds qui existe et il fonctionne, il a une structure de gouvernance qui pourra très bien s'en emparer. Donc, cette partie-là, puis encore une fois, quand il y a de l'argent, c'est toujours facile. Même si c'est 500 000 €, il y a toujours plein de bonnes idées, il y a plein de gens qui vont trouver des solutions pour le dépenser. Ce qui est plus dur aujourd'hui, à ce stade, pour nous députés, avec le peu de lisibilité qu'on a sur les réels revenus par rapport aux réels investissements, c'est de savoir comment canaliser ce qu'on voudrait être divisé par 4 et qui est aujourd'hui divisé par 3 pour que ça puisse revenir sur l'ensemble d'un territoire. C'est vraiment ça la question. Et on reste sur des montants, encore une fois, qui ne sont pas... Sinon, les énergéticiens, il faut continuer à pouvoir réinvestir, il faut continuer à pouvoir gagner de l'argent pour ceux qui ont investi, et il faut continuer à pouvoir rémunérer et le propriétaire et l'exploitant agricole. Donc tout ça, c'est des sujets dont on est très conscient. Enfin, je m'arrêterai là, mais pour répondre à votre question sur le saupoudrage, ça ne sera pas un saupoudrage, à mon avis, ça sera de décider de faire un investissement qui soit un investissement productif ou pas, et qui bénéficie à l'ensemble du territoire. Peut-être que la Chambre d'agriculture a des idées là-dessus. L'idée, rapidement, sur les GUFA ou l'exemple qu'on peut avoir, c'est qu'en général, ça vient en cofinancement de quelque chose. C'est-à-dire que nous, autour du GUFA, on a les conseils départementaux, les conseils régionaux. Voilà, un projet d'envergure, ça apporte une garantie supplémentaire sur le projet, mais ça n'a pas vocation forcément à financer seul un projet. Et l'idée, ce n'est pas de faire justement saupoudrage, c'est de pouvoir mutualiser un certain nombre de fonds pour monter des projets d'envergure sur un territoire. Et pour compléter, tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, je pense qu'il faut avoir une lecture globale du sujet, c'est-à-dire être capable de réintégrer dedans tout ce qui a été amené par l'analyse des projets agrivoltaïsme, leur suivi, donc le coût des EPA, le coût du suivi agronomique, le coût des compensations agricoles qui peuvent être imposées, le coût de l'IFER, et avoir vraiment cette lecture globale de comment tous ces finalement différents leviers de répartition de la valeur redescendent dans les territoires et comment est-ce qu'on arrive à mieux équilibrer les choses. Et
Et quand même, je rejoins ce qui a été dit. Alors, je ne sais pas quel est dans le cadre de votre groupe de travail, mais des dispositifs, il en existe déjà plusieurs. Voilà, donc ils ont été mentionnés. Ils sont imparfaits. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se concentrer pour améliorer les dispositifs existants avant d'en créer d'autres? Et là, aujourd'hui, on a l'IFER, on a la compensation agricole, on a l'article 93 aussi de la loi APER, dont le projet de décret n'est toujours pas paru. Et la question d'intégrer l'agrivoltaïsme dedans s'est posée. Voilà, aujourd'hui, on parle d'un nouveau fonds. Donc là, c'est plus divisé par 4, là, c'est divisé par 8. Non, on ne parle pas d'un nouveau fonds. Non, on n'invente rien. Le projet de loi sur lequel on travaille, et je l'ai dit ce matin, c'est 2 points. Ça sera peut-être 2 articles, si on fait bien. C'est partage de la valeur obligatoire et c'est une contractualisation qui n'est peut-être pas celle qui existe aujourd'hui, ou même le projet qu'il y a de bail rural avec clause spéciale agrivoltaïque. On travaille que sur ces 2 points-là. Les fonds qui existent, ils sont déjà gérés, ni en amont ni en aval. Et l'article 93, on va l'étudier pour voir comment on peut peut-être intégrer une partie. Moi, pour aller plus loin, pour répondre à la question quand même sur la valeur, on la donne à qui? Là, pour le coup, je vais reprendre mon rôle en tant que coopérative agricole. On la donne au monde agricole. Pour moi, c'est très clair. Elle doit revenir au monde agricole. On parle de projet agrivoltaïque, c'est écrit dans le thème. Tout le reste, la collectivité territoriale, elle a d'autres leviers. L'IFER, on en a parlé. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on martèle ces discours-là parce que sinon, l'agriculteur va encore passer à côté de la valeur qui lui revient normalement de droit. Donc, la valeur doit revenir au monde agricole s'il y a un reliquat supplémentaire. Attention à ne pas faire du saupoudrage, je rejoins complètement l'idée. Il y a des structures existantes, il faut s'y adosser. Forcément, je vais militer pour mon camp. Les coopératives agricoles sont de facto ancrées sur des territoires, acteurs de filière, donc on peut largement répondre au sujet. Et voilà, sur le partage de la valeur doit revenir au monde agricole. L'IFER est là pour rapporter la valeur aux collectivités territoriales et si elles le souhaitent, elles peuvent accéder à l'énergie qui est produite sur le territoire. Il y a des modèles qui existent pour le faire. Et pour moi, c'est la retombée la plus naturelle en termes de valeur. Une énergie verte, non délocalisable, produite de façon renouvelable. Et à eux de s'en emparer. Mais enfin, voilà, il faut remettre les choses un peu à leur place. L'agrivoltaïsme, comme la méthanisation agricole, ce sont des sujets qui se passent avec les agriculteurs, sur les terrains des agriculteurs. Donc la valeur doit revenir aux agriculteurs. J'ai un petit modérato quand même. Excusez-moi, je sors de mon rôle d'animateur pour donner mon point de vue par rapport à tout ce que j'ai déjà entendu également sur d'autres filières énergétiques. Le riverain qui a la vue sur, sur la prairie sur laquelle il y a des panneaux solaires, il va venir râler en disant « Moi, c'est beau être votre terrain, j'ai vu dessus de ma fenêtre, aujourd'hui, mon paysage il est défiguré. Combien vous me donnez en compensation ?» Ça, c'est gros comme une maison, que ce soit photovoltaïque, éolien, ou méthanisation, c'est le même combat. C'est le sujet du développement des ENR, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi au riverain de se mettre dans la position de savoir qu'est-ce qu'il a envie demain, est-ce qu'il a envie d'avoir de l'énergie quand il y aura des EPR partout. Alors, j'ai rien contre le nucléaire, bien au contraire, mais n'empêche qu'il faudra lui poser la question à ce gars-là, si demain il veut un EPR à côté de lui. Est-ce qu'il veut encore d'une agriculture qui soit… on a parlé de l'impact sur la réduction des produits, des intrants, enfin, il y a tout un argumentaire. Tout n'est pas… Si le tableau était déjà tout blanc, on aurait de l'agrivoltaïsme partout en France. Donc, ça, c'est notre travail du quotidien, c'est de la pédagogie, de faire des bons projets au bon endroit. Enfin, voilà, c'est le métier du développement. On remercie Bertrand Drouot, mais qui doit partir, effectivement, qui me faisait le signe depuis tout à l'heure. Merci à vous d'avoir participé à la table ronde. Pour répondre à votre bémol, moi, je dis que sur les territoires, je quitte un peu l'agrivoltaïsme, mais aujourd'hui, moi qui suis un territoire très éolien, ce qu'on entend des gens sur le terrain, ce qu'on entend des élus locaux, c'est qu'on produit de l'énergie pour 10 fois notre département, pour les autres, donc on doit avoir un retour. J'étais encore samedi matin à une inauguration où le maire de Champagny-Saint-Hilaire, pour ne pas le nommer, s'il m'entend, qui a des éoliennes, un parc qui était… Enfin, c'est un recours administratif en ce moment, il dit, nous, avec ce qu'on produit aujourd'hui, mais c'est nous qu'il faut payer. Lui, alors il y a l'IFER, vous avez raison, c'est une forme, mais il considère qu'aujourd'hui, dans les territoires très ruraux, très équipés, qu'ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils produisent. Donc, si on commence à raisonner comme ça, c'est que des villages gaulois. Hein. On fait des astérix partout. Eh bien, on est en Gaule. C'est mon point de vue. On veut essayer de traiter ça au niveau national, puisque c'est le Parlement qui s'en occupe, en déléguant au plus petit niveau de maillage qui nous semble le département, puisqu'il y a les chambres d'agriculture,
pour que ça soit fait intelligemment. Et s'il y a un écart de 40% au nord et le sud, et qu'il y a une creux qui définit un prix unique fixe sur lequel vous adossez, ben c'est évident que le partage de la valeur ne sera pas le même dans le nord ou dans le sud. Enfin, je ne vois pas d'autre solution. Alors, nous avions une autre question. Ouais, très rapide. Moi, je voulais revenir là-dessus, mais c'est finalement un sujet que vous venez de beaucoup aborder. Mais moi, je viens de l'éolien, en fait. Ça a été beaucoup abordé, l'éolien, aujourd'hui, comme l'exemple à ne pas suivre. Désolé pour les 10 dernières années, que voulez-vous, on essaye de faire mieux. Mais vraiment, sur le côté partage, avec qui on partage, et outre la filière agricole, il y a aussi les riverains. Dans l'éolien, on paye un IFER nettement plus élevé aux communes que dans le solaire. Si ça suffisait à éviter toute opposition, il y aurait beaucoup plus d'éoliennes en France. Et à la fin, si on ne traite pas le sujet de l'opposition des riverains, globalement, il y aura moins de projets. Donc, moi, je suis à fond pour qu'on partage la valeur avec la filière agricole, mais je préviens juste que si on ne partage pas aussi avec les riverains, globalement, il y aura moins de projets, il y aura moins de valeur à partager. Et juste peut-être un dernier point, en tant que développeur, mais aussi en tant qu'élu local par ailleurs, on a besoin de garder des mécanismes qui sont un peu simples quand même pour que les gens adhèrent. Verser de l'argent à un fonds qui va abonder certains trucs, machin, ça ne parle pas aux gens, ils ne comprennent pas. Si on fait quelque chose de simple du style réduction sur la facture d'électricité, ou enfin en tout cas quelque chose qui est palpable pour les gens à côté, on installe une unité de production à côté de chez vous, vous touchez l'électricité un petit peu moins cher, ou autre chose, c'est pas très grave, mais un truc qui soit simple, ça parle et ça permettra d'avancer. Je suis juste tout à fait d'accord et je pense que ça fait partie effectivement des éléments à travailler. Qu'est-ce que j'apporte comme visibilité sur les bénéfices que ce que je vais apporter? Il y a tout un tas de choses à raconter sur le volet agricole. Vous venez de prendre la facture d'énergie, c'est un sujet. C'est des choses sur lesquelles on peut toucher la corde sensible. Donc, juste pour que tout le monde n'ait pas fait un raccourci de ce que j'ai dit, le projet agricole doit être par contre bien défini, bien construit. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit derrière, sur le partage de la valeur, n'a de valeur que si le projet agricole lui-même a du sens. Et ça change quand même toutes les hypothèses. C'est-à-dire que d'avoir une forêt de 100 hectares de panneaux devant sa fenêtre, ou d'avoir potentiellement, parce que la parcelle a été bien choisie, qu'il n'y a pas forcément de co-visibilité, ou alors que ça a été intégré avec des haies, des bosquets qui sont autour, etc., c'est complètement différent. Et effectivement, il faut ramener du sens, par contre, sur ce qu'apporte le projet. Et là-dessus, par contre, le citoyen, le riverain, il n'est pas du tout averti. Parce qu'on ne va pas jusqu'au bout du truc, parce qu'effectivement, on a un appel d'offres de la CRE qui rend les choses plus faciles et on oublie cet aspect-là de la concertation. Alors, je crois qu'on a une dernière question. Oui, moi, je voulais revenir sur une question qui a été abordée à plusieurs reprises tout à l'heure, c'est sur la taille des projets, qui est directement liée, à mon avis, au partage de la valeur. Tout à l'heure, monsieur le député, vous citiez un de vos amis ou une personne que vous connaissiez qui disait je ne peux pas avoir de projet parce que je suis à 50 km d'un poste de source. Mais si on raisonne un petit projet, alors reste à définir ce que c'est qu'un petit projet, mais on va dire 3, 4, peut-être 5 mégas, il doit pouvoir se raccorder sur une 20 000 volts et donc faire un projet chez lui. Et donc, quelque part, la question qu'on doit se poser, c'est si je veux faire, par exemple, 1 gigawatt de projet, est-ce que je dois faire, je vais caricaturer, 2 fois 500 MW ou 200 fois 5 MW. Et peut-être que si on reprend l'essence des énergies renouvelables, qui sont des énergies locales, décentralisées, peut-être qu'une réponse au partage de valeur dans l'agrivoltaïsme, qui doit être, comme l'a rappelé Nathanaël, d'abord et avant tout un outil agricole, qui doit bénéficier au maximum d'agriculteurs, peut-être qu'à la bonne solution. Et en tout cas, de ne pas fermer la porte à des petits projets qui vont bénéficier directement à un agriculteur, plutôt que de rechercher un peu systématiquement, en tout cas indirectement, la législation actuelle pousse à ça, des regroupements d'agriculteurs pour faire des gros projets et qui amènent, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, beaucoup de complexité dans la mise en œuvre, alors qu'on est déjà dans un domaine, on l'a tous dit toute la journée, très très complexe. Donc, si je peux me permettre, monsieur le député, est-ce que ce sujet-là pourrait être intégré dans vos réflexions sur le partage de valeur et on est à votre disposition pour réfléchir avec vous. Alors tout d'abord, avant de passer la parole aux énergéticiens qui ont leur point de vue là-dessus, et peut-être pas être le même. Tout d'abord, merci pour cette question parce que c'est au cœur de nos préoccupations. Ce n'est pas la loi qui fait les grands projets. Quand j'ai dit tout à l'heure à Eva, elle dit de toute façon il y aura des grands projets. Moi je dis non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, il y a eu un plateau sur France 3 il y a 2 semaines où j'étais avec vous le connaissez tous,
le chef du pôle agrivoltaïsme de l'INRAE, Abraham Gutierrez, qui a dit sur le plateau, vous pouvez regarder, dans l'esprit et agronomique, du coup, il ne devrait pas y avoir de projet supérieur à 30 hectares. Il a dit exactement comme ça. Il a mis alors que le projet prévoit 40% d'une ferme de 100 hectares, c'est déjà 40. Donc l'idée, c'est, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis partant pour ce que vous dites. Mais après, il y a les seuils de rentabilité des énergéticiens par rapport aux investissements. Non, mais c'est pour ça qu'on discute. Je suis très ouvert, encore une fois. Attendez, je veux finir. Donc c'est pour ça que la deuxième partie de la réponse, c'est vous qui allez la faire. Mais oui, pourquoi pas. Et là, on résout d'autres solutions à des coûts peut-être plus élevés, mais je retiens ce que vous dites et je peux vous assurer que ça fait partie des débats qu'on a aujourd'hui entre nous quand on en discute. Alors, moi, je suis agronome et énergéticien, donc j'ai un petit peu les deux casquettes, mais bien sûr, il y a des questions d'économie d'échelle. Mais il y a surtout, le point sur lequel j'insiste, c'est la problématique administrative, parce que les contraintes administratives sur les petits projets sont toujours tellement lourdes que ça les rend pratiquement inopérants. Donc, dans le coût global, dans les CAPEX, enfin, l'équilibre financier global, il y a un sujet, effectivement, sur une simplification administrative, probablement pour des petits projets. Pour les petits. Moi, je vais juste, ça revient juste à boucler la boucle, en fait. Hein. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir non plus. Enfin, si on veut faire des petits projets, ils coûtent plus cher, on l'a vu, c'est des effets d'échelle, clairement. Donc, on ne va pas pouvoir verser et aller faire la compensation agricole et aux riverains. Et on aimerait bien. Hein. Franchement, moi, j'adorerais. Ce serait super. Mais et garder l'attractivité des financeurs, c'est-à-dire des projets qui vont concrètement se faire et se réaliser. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'avais proposé une différenciation dans la réglementation, trouver un seuil. Voilà, pour les petits projets qui partagent déjà concrètement, réellement la valeur, les plus grands projets qui répondent à d'autres problématiques aussi en termes d'acceptabilité. Voilà, si on arrive à cette équation, ce serait bien. Et je fais une petite punchline à Abraham que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Mais voilà, après, on n'a pas encore commencé à parler d'économie au PNR Agri-PV avec Abraham. Mais du coup, on va le faire. Du coup, si je peux rajouter, parce que j'ai parlé tout à l'heure des tarifs d'achat. Oui. J'ai parlé tout à l'heure des tarifs d'achat de la Creux. Je disais, on est entre 80 et 100 euros pour les projets photovoltaïques. En fait, on se rend bien compte que la question essentielle, c'est quel prix est-ce que l'État est prêt, l'État, c'est-à-dire la collectivité, est prêt à payer pour l'électricité. Et d'ailleurs, dans le cas des projets agrivoltaïques, quel est aussi le prix réel de la denrée alimentaire. On est un peu sur ces deux actifs, finalement, à mon sens, en tout cas, sur des prix qui sont sous-évalués. Je disais, le prix de marché de l'électricité est autour de entre 60 et 70 euros. Si vous prenez le coût du nouveau nucléaire, il est plutôt aux alentours de 115, 120 euros du mégawattheure. Donc, on est capable de faire des petits projets, on est capable de faire des projets qui améliorent les rendements agricoles. Ces projets, ils coûtent plus cher, ils coûtent autour de la centaine d'euros du mégawattheure, ce qui est plus compétitif que le nouveau nucléaire, moins compétitif que l'ancien, mais plus compétitif que le nouveau nucléaire. La question derrière, et c'est une pression que nous met aussi Bercy, c'est combien est-ce que la collectivité est prête à payer son électricité? Oui. Avec des panneaux solaires fabriqués en Europe et pas en Chine. Donc, une question qu'on n'a pas abordée aujourd'hui. Très rapidement, et pour conclure, enfin, pas la prétention de conclure, mais par rapport à ce qu'on peut récupérer de la valeur créée par le photovoltaïque sur l'espace agricole. L'espace agricole aujourd'hui souffre du changement climatique, des grosses difficultés. L'État ne met plus de moyens pour faire des aménagements hydrauliques. Et nous savons très bien que sans aménagement hydraulique digne de ce qu'ont fait nos grands-pères il y a un siècle, l'agriculture dans ce pays va souffrir. Donc, quand on crée de la valeur sur l'espace agricole par du photovoltaïque, quelle forme que ce soit, et y compris l'IFER qui est généré sur l'espace agricole, ça doit être réinvesti au bénéfice de l'aménagement du territoire pour sécuriser l'eau sur les territoires. Je pense que mon collègue Bruno Villa ne sera pas en désaccord avec moi, parce que si on ne mène pas l'eau à Perpignan, il va y avoir quelques soucis. Et moi, je viens d'une région où aujourd'hui, nous avons bon an, mal an, plus de 2 milliards d'investissements à faire pour sécuriser l'eau sur les territoires. L'eau, nous l'avons parce que nous l'économisons à certains endroits, mais nous devons pouvoir la mener sur les territoires qui ne l'ont pas. Il nous faut 2 milliards pour mener à bien ce projet dans les 10 ans qui arrivent. S'il y a un peu d'IFER qui traîne,
qui puisse se servir de levier au FEDER pour structurer les réseaux d'irrigation, ça serait pas mal, monsieur le député. Et s'il y a une partie de ce qui rentre dans les caisses départementales, ça peut venir abonder ce que portent les collectivités quand elles y viennent, ça ne fera pas de mal, parce que sinon, nous allons voir disparaître une partie de la production agricole sur nos territoires par manque de moyens d'irriguer. Allez, le mot de la fin. Vous savez, j'habite à 15 km de Sainte-Soline et je suis au milieu du protocole du Clin, donc je connais les sujets que vous évoquez. C'est pas partout pareil. Hein. Donc, je suis persuadé, le lien, je l'entends là, mais que nous aurions intérêt collectivement à investir dans de nouveaux barrages. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 100 projets de barrages dans les Pyrénées. 50 ont été réalisés, 50 autres sont encore dans les tiroirs. On a beaucoup fait à cette époque-là. J'ai eu la chance de vivre quelques années dans un pays qui est déjà très riche du pétrole et qui a 100% hydroélectricité, c'est la Norvège. On est heureux quand on a à la fois le stockage de l'eau et l'électricité pour, du coup, zéro carbone. Donc, on n'est pas tous dans ces pays-là, mais j'entends bien ce que vous dites. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, j'arrêterai là, c'est que les milliards qui traînent dans le budget sont de plus en plus rares. Oui, mais là, on en crée et on ne va pas les affecter où il faut. Ceux qui manquent de plus en plus nombreux. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci de nous avoir écoutés. Et je vous propose tout de suite d'accueillir pour le mot de conclusion les deux coprésidents, donc Olivier Dauger et Thierry Vergniaud, qui rejoignent, comme ce matin, le pupitre. Non, mais je n'ai pas de train. Oui, il s'installe. Bien, on est dans le timing, je pense. À quelques minutes près, oui. Le maître des horloges, il est où le maître des horloges? Le maître des slides, là. On ne voit pas. C'est Paul. Voilà. Donc, nous allons avec Olivier conclure ces journées. C'est bon. Donc, que devons-nous retenir de cette journée? Donc, le premier élément, un des premiers éléments essentiels, c'est que la filière a atteint son premier stade de maturité. Hein, c'est l'objet un peu de cette journée. Et on doit voir de quelle manière on doit renforcer cette filière. Après, le deuxième point qui a été largement évoqué pendant toute la journée et dernièrement, c'est vraiment la notion de partage de valeur dont on parle sur le territoire, qu'on parle dans les préfectures, qu'on parle dans notre association, qu'on parle partout. En gros, c'est une vraie préoccupation et c'est un vrai sujet qu'on doit prendre le temps de traiter correctement, de manière à voir de quelle manière on peut en faire un outil positif, un outil d'appropriation. Enfin, il y a un des points qui a été évoqué, notamment par les différents intervenants, qu'on remercie vraiment chaleureusement, c'est un consensus autour de la sécurisation de l'agriculture et de l'activité agricole à long terme. Encore une fois, on l'avait évoqué également, on est sur des sujets qui vont engager des terrains sur 30 ans, sur 40 ans. Donc, on est sur quelque chose qui est long. Il faut qu'au niveau de la sécurisation juridique, au niveau de la sécurisation globale des projets, on ait une attention particulière. Enfin, donc, M. Windsor nous a parlé au nom des chambres d'agriculture de France, un endroit où nous sommes. Il est indispensable de travailler main dans la main avec les chambres d'agriculture. On nous a dit qu'il faut aller les rencontrer, évidemment, c'est ce qu'on fait déjà avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, France Agrivoltaïsme sera la structure qui s'engage à aller au contact des chambres d'agriculture et de voir de quelle manière on peut échanger, on peut positiver pour mener à bien cette filière. Oui, et sur ça, Arnaud est là, mais c'est vrai que quand on est plein de chambres d'agriculture, sur des sujets comme ça, on prend un petit peu les critiques dans les deux sens, soit ça va pas assez vite, soit ça va trop vite, soit c'est pas comme ça, mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'accompagner les présidents de chambre et les chambres et que le travail filière se fasse aussi ensemble pour ne pas les laisser tout seuls
par rapport aux remontées du terrain. Je pense que c'est un élément important. Les actions, évidemment, on l'a vu ce matin, c'est avancer sur le réglementaire. C'est important et je remercie ici encore l'ADEME, mais je remercie les personnes de l'État qui étaient là. Et c'est important, il y a eu beaucoup de questions ce matin et c'est justement le rôle aussi de France Agrivoltaïsme, c'est de synthétiser, de remonter ces questions et d'être un peu l'interlocuteur vis-à-vis d'eux. Ils sont demandeurs à nous justement dans les différents GT de l'association et de remonter ces demandes, ces points. Elle a bien dit que la note d'instruction était une note évolutive, hein, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, il faudra aussi remonter les choses. Donc les guides, les appels d'outils, tout ce qui est guide. Les projets vertueux, on l'a dit, hein, c'est évident que les premiers projets qui sortiront seront les projets qui feront l'image de l'agrivoltaïsme. S'ils sont réussis, ça facilitera. Si malheureusement il y a des dérapages, ça ne facilitera pas. Donc on a tout intérêt à la réussite des premiers, on a tout intérêt aussi à se faire des références. L'ADEME est très demandeuse de références et on a besoin, on a peu de recul, de concret, on a un peu de recherche et l'INRA est là, on a un peu de recherche, mais on a peu de recul de concret sur des projets. Donc on va peut-être découvrir des choses positives, peut-être négatives aussi, et c'est important de parler en vérité, comme on l'a dit toujours tout à l'heure. Évidemment, continuer à travailler sur ce partage de la valeur. Et je sais que monsieur le député est très motivé sur le sujet, évidemment, mais il faut, mais il faut aussi justement voir comment on travaille aussi dans la transparence. Je pense que c'est aussi une des conditions de réussite. C'était dit, c'est pas simple, hein, on en est bien conscient, mais c'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aux agriculteurs sur leurs projets en termes de retour, sur les résultats, sur les EBE et compagnie. Je pense que c'est important peut-être une transparence un peu mise en place pour éviter que les chiffres sortent ensuite en termes de concurrence entre les différents développeurs. Je comprends tout à fait, mais trouver le bon équilibre. Et puis avoir cette vision commune, mais aussi en même temps cette régionalisation. C'est pour ça qu'on a décidé une partie de régionalisation de France Agrivoltaïsme. C'est pour travailler au plus proche du terrain. Il faut que cette vision elle soit adaptée au terrain. Il y a une vision globale qu'on connaît, je ne reviens pas dessus, mais il y a aussi une vision liée au terrain qui est très importante. La conclusion des conclusions. Donc, on va remercier nos membres et nos sponsors et les chambres d'agriculture de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à nos membres qui nous ont fait confiance et qui ont sponsorisé cette journée. Merci également à vous tous, les 200 participants. Nous étions 200 participants en gros ici, plus des participants, encore une fois, par Internet et en vidéo, notamment de chambres d'agriculture, des services instructeurs. D'ailleurs, on a une cartographie un peu des services instructeurs qui suivent, avec qui on dialogue de plus en plus. Et enfin, je terminerai pour vous donner un prochain rendez-vous. Donc, c'est notre Assemblée générale qui aura lieu le 4 décembre. Le lieu n'est pas encore exactement fixé, mais ça sera proche de Paris ou ça sera à Paris. En tout cas, donc le 4 décembre à Paris. Et enfin, sur la deuxième édition de ces rencontres qu'on va généraliser, qu'on va institutionnaliser. Je remercie notre animateur qui a très bien mené la barque cette journée. Donc, merci beaucoup. Je donnerai également une mention spéciale à Maxime et Paul qui sont là, donc qui ont beaucoup travaillé dans la bonne humeur et qui ont mené à bien cette organisation. Donc, on vous remercie. Et enfin, afin que nous ne quittions pas brutalement, nous avons organisé un pot dans la salle qui est à côté où on a des déjeuners. Donc, vous serez les bienvenus. On pourra continuer nos discussions de manière à continuer l'échange. Je vous remercie à tous et toutes et bon retour dans vos régions. Ouais. Et merci de m'avoir intelligent. Je sais que vous avez travaillé. Oui, on peut bien
Merci.